L'actu du web, du digital, de l'intelligence artificielle et de la tech de ce joyeux lundi 12 janvier 2026, c'est maintenant. Assurez-vous d'être bien abonné à cette chaîne. Si, assurez-vous. C'est bon ? Activez la petite cloche. Si, il faut le faire, sinon vous loupez des actus. Bon, il faut pas en louper, parce qu'aujourd'hui, il y a du lourd dans l'actu. 2026 commence sur les chapeaux de roue. Je vous raconte pas. Ah bah si, je vous raconte. C'est tout de suite, c'est maintenant. C'est la revue d'actu web IA Digital Tech sur Renaud Décode. Si vous êtes un acteur du web, si vous faites du commerce en ligne, si vous vous intéressez à l'IA, si vous êtes une agence web, une agence digitale, une agence IA, il faut absolument garder les deux yeux grands ouverts, des allumettes pour garder les paupières ouvertes sur cette information-là. Elle nous vient de chez Google avec, j'ai un petit truc pour vous illustrer ça, voilà, avec ceci, un nouvel acronyme dont il va falloir retenir le nom. On n'arrête pas de nous embêter avec des initiales de trucs. Bon, et ben voilà, il est ici, il s'appelle le UCP. Qu'est-ce que c'est UCP ? C'est marqué dessus, Universal Commerce Protocol. Alors moi j'aime bien quand il y a un acteur privé qui dit « mon format à moi, je le mets dans le titre, il est universel ». Attends, pour l'instant, il est surtout Google Versel. Mais c'est un protocole. Alors vous savez que c'est un peu la bataille de la normalisation dans le domaine de l'intelligence artificielle. Dès que quelqu'un sort un truc, on se dit attends, faudrait pas que le concurrent, puisqu'ils sont tous en train de se chamailler, sorte un peu la même chose sous un autre nom avec un autre format. Non, faut que ce soit des formats standardisés. Bon, et bien dans la logique de standardiser des formats, Google nous sort le UCP, Universal Commerce Protocol, et dit ça faudrait que ce soit un format universel. Pour l'instant, ça ne l'est pas. C'est un format universel de quoi ? Pour faire quoi ? Et pourquoi, Renaud, tu sembles nous dire que c'est game changer ? Je semble pas du tout. Je vous le dis, c'est game changer. Puisque qu'est-ce que c'est ce truc-là ? C'est donc un format, un protocole. Voilà, c'est juste pour dire, tiens, c'est comme ça qu'on va faire les choses. Mais l'important, c'est on va faire quoi ? Eh bien, UCP, c'est un protocole qui permet de définir ce que vous faites dans le commerce, notamment dans le commerce en ligne. Et ça va être tout un ensemble d'instructions qu'il va falloir écrire d'une certaine façon pour que ce soit compris par qui ? Par tous les systèmes IA, par le Google AI Mode, le truc qu'on n'a pas en France, mais le mode IA de moteur de recherche Google, dans Gemini bien sûr, l'IA de chez Google, en mode non agentique, en mode agentique, en mode shopping, bref, ce format, le UCP, vise à dire si vous devez vendre des trucs en ligne, vous devez adapter ce format-là. Et donc, dans ce format-là, vous allez préciser tout ce qui fait votre commerce en ligne. Peut-être aujourd'hui, vous n'avez qu'une boutique physique. Ça vaut peut-être le coup de vous y mettre. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vendez que des services, ça vaut le coup de vous y mettre aussi. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous vendez des produits en ligne. Il fallait vous y mettre hier, les amis, parce que c'est sorti avant-hier. Bon, donc UCP, c'est un truc qui va vous permettre de spécifier ce que fait votre boutique e-commerce. Par exemple, de dire, tiens, quand on remplit un panier, c'est à cette adresse-là. Comment on remplit un panier ? Avec un titre, avec des quantités, avec un prix qui vient de là. Et comment on regarde une fiche produit ? Elle se trouve là. Comment elle est formatée ? Avec le prix qui est là, machin. Comment on applique une promo là, à la ligne ou au global ? Comment on valide une commande ? C'est ici. Comment on paye ? C'est comme ci que ça se passe, etc. Vous allez spécifier tout ça. Et vous allez dire à Google, vous n'êtes même pas obligé de le dire à Google, mais si vous avez un compte Google Merchant Center, vous allez pouvoir lui déclarer l'adresse où se trouve ce petit fichier de spécification. Et du coup, il va vous découvrir, et même si vous ne le précisez pas, il va vous le découvrir, parce qu'il va regarder votre site e-commerce, il va regarder à telle adresse spécifiée, il va tomber sur votre fichier de spécification. À quoi ça va servir ? À savoir faire tout ce que fait votre site e-commerce, mais le faire via l'IA. C'est exactement ça qui se passe. Ça veut dire que si vous faites ce truc-là, demain, moi qui vais utiliser Gemini, je vais dire tiens, je cherche un produit comme ci que ça, est-ce que tu pourrais me recommander ? Bien sûr, ça se trouve sur votre site. Ah super, le produit il est comme ça, voilà les visuels, voilà le prix. Tiens, il y a même une promo en ce moment qui permet de faire ça. Est-ce que tu veux que je te l'achète ? Oui, Gemini. Voilà, je prends sur ta carte bleue et c'est acheté. Et vous de votre côté, bim, vous avez la commande qui vous arrive dans votre flux e-commerce, ni vu ni connu. Et c'est très bien comme ça. Bon, il y a deux façons de le voir. Soit vous vous dites l'IA est forcément une opportunité, c'est-à-dire une opportunité, mais forcément, c'est-à-dire que comme plein de gens vont utiliser l'IA de plus en plus pour faire leurs achats en ligne ou pour savoir ce qu'ils achètent, voire
maintenant avec les capacités agentiques d'acheter directement, passer la commande, payer, tout ça, machin, recevoir les trucs, bon, eh bien, si vous êtes un e-commerçant, vous avez forcément l'obligation de vous y mettre. Mais c'est aussi une opportunité, parce que vos confrères, vos concurrents, ils sont pas encore là-dessus. Alors si vous voulez être le seul trouvable par tous les systèmes d'IA qui se développent à vitesse grand V partout, ben vous remplissez ce UCP et bim, vous allez apparaître là-dedans. Alors sachez que ce protocole UCP, il n'est pas encore si universel que ça, puisque de son côté, il y a OpenAI, dont je vous avais parlé avant les fêtes, qui a aussi sorti ses capacités de shopping. Vous avez des petites options shopping maintenant, achat, dans Perplexity aussi. Enfin bref, OpenAI a sorti ça et ils ont sorti un protocole qui est l'Agentic Commerce Protocol. Ils ont appelé ça le ACP. Bon, bah ce sera ACP ou ce sera UCP. Dans tous les cas, vous avez intérêt à vous y mettre. La logique voudrait que, si c'est Google qui sort ça, en termes de j'ai les données commerce, je sais les mettre en avant, j'ai les données produits, je sais les mettre en avant, et puis j'ai tous les formats, Google, le moteur de recherche, IA ou pas IA, j'ai Gemini, j'ai tout ça, l'acteur majeur du commerce de demain, c'est Google. Bon, moi je vous invite vivement à aller maîtriser UCP, à aller regarder ce que c'est et aller essayer de faire vos premiers petits fichiers, les déclarer à Google Merchant Center et peut-être que fortune est faite. Vous pouvez aussi dire j'attends 3 ans avant que tous mes concurrents y soient, comme ça je serai sûr. Bon, vous allez passer à côté du wagon, mais vous faites comme vous voulez. De son côté, sachez qu'il y a déjà plein de marques qui sont rentrées là-dedans et il y a notamment, alors ça a été fait avec Etsy, avec Target, avec Walmart, avec des gros du e-commerce. En France, il y a Carrefour qui s'y est mis déjà. Donc, vous voyez, les Européens s'y mettent aussi dès le départ aux côtés de Google. C'est forcément un bon cheval. Bon, de l'autre côté, pour compléter cette information, même si je fais beaucoup trop long, mais c'est important, ce que je vais vous dire là aussi est important, c'est que de notre côté, en France, l'autorité de la concurrence s'est auto-saisie du dossier les IA font du shopping. Alors, ils l'ont pas appelé comme ça fait un peu Martine à la plage. Mais ils s'interrogent. Ils se disent, mais si on rentre dans une ère où on va faire nos courses, nous, avec l'IA, peut-être que demain, l'IA sera dans notre frigo, elle va analyser notre frigo, puis qu'elle va poser ses commandes directes chez Carouf pour qu'on ait toujours des œufs frais dans le frigo. Peut-être que c'est ça. Et l'autorité de la concurrence, elle se dit, ouais, c'est super pratique pour les humains, mais en même temps, si t'es pas Carouf et que t'es pas dans le frigo des gens, du coup, t'existes plus, puisque tous les frigos vont passer par ce truc-là et par Carouf. Donc, en termes de concurrence saine, on n'est pas bon. En plus, avant, on avait des petits gens qui faisaient plein de recherches sur Google et puis cherchaient un site e-commerce ou pas, il y en avait un peu pour tout le monde. Demain, si on prend tous le pli de demander ça à notre IA et notre IA agentique, et qu'elle passe la commande toujours chez les 3 gros acteurs, en termes de concurrence, on n'est pas bon. Est-ce qu'on n'a pas là une interface entre les humains et ce qu'ils achètent chez ceux chez qui ils achètent? Est-ce qu'on n'a pas un truc qui se met au milieu, qui s'appelle l'intelligence artificielle, qui du coup devient surpuissant et va peut-être péter la concurrence, ou en tout cas la redéfinir? Ouais, spoiler alerte, l'autorité de la concurrence, si, ça redéfinit tout. Bon, on verra si on se fait bouffer ou pas, mais sachez qu'il commence à y avoir des enquêtes là-dessus pour se demander si c'est bien ou si c'est pas bien. En tout cas, le commerce va être transformé en 2026, disruption totale de tout ce qui est commerce, e-commerce, trafic en ligne, visibilité en ligne, business model en ligne, tout ça est en train de changer. C'est gigantesque, c'est énorme et il faut pas que vous soyez les derniers. Si vous pouvez être les premiers à vous y mettre, prenez le temps de le faire. Je pense que vous me remercierez, ou vous vous remercierez vous-même, et ce sera pas mal. Allez tester, ou allez vous renseigner au moins sur UCP de Google. Allez, un autre sujet qui vous fait frémir très très régulièrement, on est en live tous les lundis midi, mercredi midi, vendredi midi sur Renaud Décode. On discute de plein de choses, et s'il y a un sujet qui revient très régulièrement, c'est la course à l'énergie entraînée par l'intelligence artificielle. Je voulais vous faire un focus que je vais essayer de faire le plus court possible sur ce qui se passe notamment aux États-Unis, puisque dans d'autres endroits du globe, on n'a pas tout à fait la même logique, et très souvent, ce qui vous inquiète, ce sont les États-Unis. J'ai même l'impression que les États-Unis vous inquiètent plus que la Chine. Bon, alors on va la faire très courte. En France, on n'a pas beaucoup de data centers, il nous en faudrait beaucoup plus. On a de l'énergie décarbonée, voilà. On a beaucoup de nucléaire, on a aussi du carboné, les amis. On a aussi du renouvelable.
Ouais, on a un mix énergétique qui fait qu'on arrive à servir les choses et que c'est plutôt pas mal. On a des plans qu'on essaye de tenir entre investissement relativement pas trop lourd et capacité de production électrique pour faire tourner des data centers qu'on voudrait plus lourds. Mais bon, tout ça, on l'ajuste petit à petit. Ça, c'est la France et c'est l'Europe. Enfin, la France particulièrement a des gros atouts là-dessus. C'est peut-être l'avenir de l'IA. Du côté de la Chine, le pays qui pollue le plus, en fait, on se rend compte que effectivement, ils font tourner du charbon, du carboné, mais en même temps, ils sont hallucinants sur le renouvelable et ils boostent à fond le nucléaire. Pourquoi ? Pour avoir beaucoup plus de production énergétique, pour faire tourner beaucoup plus de data centers et tout le reste pour accompagner le développement chinois et de ses plans sur l'intelligence artificielle. Ils sont assez vertueux aujourd'hui, même si c'est encore le pays qui pollue le plus, ou pas loin actuellement. Celui qui nous intéresse et qui nous inquiète, c'est les États-Unis. Alors pour la faire courte, vous comprendrez que le gouvernement américain, Donald Trump et tout le monde, le département de l'énergie américain, ils sont à bloc sur l'énergie. Ils ont bien vu que la Chine aujourd'hui produit beaucoup plus d'énergie que ses capacités à la consommer. Ils ont de l'avance, alors que les États-Unis sont dans le problème inverse. Ils ont du retard. Ils produisent pas, ils ont peur que leur développement sur les data centers et tout ça soit limité par leur capacité de production d'énergie. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Ils font des tas de développements de data centers, mais voilà, la production d'énergie, elle n'y est pas. Alors pour la faire rapide là-dessus, il y a des supercalculateurs IA à foison aux États-Unis. 2, oui, il y a de l'innovation qui part vers le nucléaire. Oui, les États-Unis investissent massivement dans le nucléaire, alors que ça n'existait pas avant, et notamment dans l'ère Trump, puisqu'on voyait le pétrole, le gaz, on a ce qu'il faut, on est les États-Unis. T'as vu le truc, voilà, je parle pas de ce qui se passe en géopolitique actuellement, mais vous avez regardé les JT, bon, donc on va trouver du pétrole et du gaz, il y a nos problemos, en plus on en a rien à carrer sur l'impact, donc c'est trop cool. Sachez que les États-Unis font aussi des efforts immenses, notamment sur le nucléaire, et notamment avec un projet qui fait beaucoup parler, qui est le projet de Meta, le groupe Meta, Mark Zuckerberg, Facebook, Insta, tout ça, machin, l'IA, Meta, IA, etc. Ils ont un projet gigantesque et ils viennent de faire affaire avec TerraPower. TerraPower, c'est l'entreprise de Bill Gates. Ils sont ennemis quand même, Microsoft et Facebook. Mais non, le monde a tourné depuis. Donc maintenant, Bill Gates, c'est le président de TerraPower. TerraPower, ils font des mini centrales nucléaires qui produisent 1,5 gigawatt, quelque chose comme ça, par unité. Elles sont au sodium, elles sont sous terre, elles sont différentes en termes de conception. Ça fait des années, déjà, voire plus qu'une décennie, qu'ils ont ces projets-là dans les cartons. Il y avait eu un moratoire de Trump là-dessus en disant « Non, tu nous saoules avec ces trucs-là ». Maintenant, sous Trump 2, on dit « Non, tu nous saoules plus avec ces trucs-là. On va aider à financer tout ça ». Et donc, il y a un partenariat public-privé, sachez que c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a Meta qui va donc acheter de l'énergie, enfin des centrales nucléaires auprès de TerraPower et l'État américain qui va financer différentes parties de ce projet-là. Donc oui, les États-Unis se mettent au nucléaire de nouvelle génération. Ça va prendre du temps, 2030, 2035, etc., etc. Par ailleurs, sachez-le également, il y a aussi le département de l'énergie américain qui a reçu la mission de la part de Donald Trump de réouvrir les centrales à charbon et les anciennes centrales nucléaires désaffectées. Ils sont en manque d'énergie. Alors oui, ils innovent, mais pour 2030-2035, et ils innovent tard, parce que jusqu'à présent, ils avaient bloqué les dossiers, et là, ils sont en train de les rouvrir. Mais en attendant, il faut bien qu'ils trouvent des solutions. Donc, ils réouvrent, par exemple, le Three Mile Island. Le Three Mile Island, là aussi c'est un deal avec Trump, avec un montage avec du public et du privé. Cette fois-ci c'est avec Microsoft dans le privé. Microsoft s'engage à acheter 1,6 milliard de dollars d'énergie et en même temps l'État finance à 1 milliard de dollars Constellation pour redémarrer l'ancienne unité 1 de Three Mile Island. Alors Three Mile Island, c'est une centrale nucléaire qui a 2 réacteurs. Il y en a un qui avait pété en 1979, c'était le réacteur 2, qui avait partiellement fusionné, donc ils étaient à l'arrêt. Ils ont quand même, dans les années 80, redémarré le premier réacteur, puis ils l'ont laissé tomber.
en 2019 parce que ça tombait en cacahuète, parce que c'était pas rentable par rapport au gaz. Et ben, il le réouvre maintenant, mais c'est Microsoft qui rachète un réacteur en étant financé par les US. Le truc est assez dingue. Pareil sur le charbon, puisqu'il réouvre des centrales à charbon aujourd'hui aux États-Unis. Il se développe. La Chine, c'est l'inverse. Hein, la part diminue du charbon. Ben, les États-Unis, pour l'instant, dans l'immédiat, ils font progresser la part de centrales au charbon. Sachez-le, sur tout ça, l'impact énergétique est monumental par rapport à l'IA, par rapport aux data centers globalement, sachant que les data centers IA aujourd'hui, c'est la moitié des data centers digitaux mondiaux, et ça va se démultiplier. On pense à une multiplication par 2 d'ici 2030. Donc ça va continuer à exploser. À se développer, pardon, pas exploser. Je parle de centrale, faut pas dire le mot exploser, mais en tout cas, tout ça va beaucoup progresser. Regardez ce que fait la France, regardez ce que fait l'Europe, regardez ce que fait la Chine, regardez ce que font les États-Unis également. À court terme, c'est crado et c'est jugé, c'est censé être à moyen long terme hyper vertueux en termes d'énergie, comme si finalement l'IA était à la fois vecteur de pollution aujourd'hui et vecteur d'énergie décarbonée demain. C'est un peu ça l'idée. Donc voyez le truc, diaboliser ou dire qu'il n'y a pas de problème, les deux sont faux. On est entre les deux, où on a les deux solutions, court terme et moyen terme, qui se développent un peu partout dans le monde en ce moment, et les États-Unis vont devenir un très très gros pollueur parce qu'ils sont à la bourre. En France, on a des atouts. Voilà, vous en pensez ce que vous voulez et vous me direz en commentaire. Voilà, je fais beaucoup trop long, je pars dans des sujets qui méritent explication et du coup je fais beaucoup trop long. Alors on va faire un peu plus court sur le reste, notamment avec une annonce de la part d'Anthropic, plusieurs annonces de la part d'Anthropic, l'éditeur de Claude, la fameuse IA qu'on aime bien pour certains trucs, elle est au top. Pas pour tout, mais ça dépend. Bref, Anthropic nous donne plusieurs informations et je veux vous les partager parce que ça peut vous mettre la puce à l'oreille sur ce qui peut se passer demain. La première chose, c'est qu'ils lèvent des fonds. Oui, ils lèvent tous des fonds. Oui, mais ils font des grosses levées de fonds. En fait, Anthropic est très très soutenu par Amazon, est soutenu par Google, est soutenu par Salesforce, le géant de tout ce qui est outils commerciaux dans les grosses boîtes. Et donc, il a des super contacts, il passe des super contrats. Ils viennent de signer Allianz, le groupe d'assurance, voilà, qui se dote d'Anthropic partout. Bref, ils ont des super résultats business du côté de chez Anthropic. C'est pas comme tout le monde. Salut OpenAI. Bon. Et du coup, ils lèvent des fonds et ils sont en train de lever 10 milliards de dollars. Donc ça va porter la valorisation à environ 350 milliards. Bon, on ne peut plus compter. Il y a un moment où on n'arrive plus à compter les valorisations de tout ça. En tout cas, Anthropic se porte très très bien et nous parle même d'une introduction en bourse prochaine. Peut-être qu'ils vont coiffer d'autres concurrents, OpenAI et d'autres, sur le poteau, sur l'introduction boursière. Il y a un vrai challenge là-dessus, donc ils avancent énormément. Bon, par rapport à ça, on peut se dire peut-être que le champion de l'IA de demain, c'est Anthropic aux côtés de Gemini. Peut-être que OpenAI va avoir des difficultés. Bon, on va miser sur quel cheval? Le plus intelligent a l'air d'être quand même Anthropic sur certains aspects. Pourquoi pas miser sur Claude d'Anthropic en fonction de ce que vous avez à faire dans l'IA. Et Anthropic nous sort des trucs assez sympas, notamment ce truc-là dont je vous avais un petit peu parlé il y a quelques semaines déjà, qui est le Agent Skill. Eux aussi, ils veulent avoir des formats classiques, universels, pour définir certains aspects de l'IA. Et il n'y a pas très longtemps, ils nous ont parlé donc de Agent Skills. C'est quoi Agent Skills? C'est une façon de définir un petit package. Alors c'est écrit dedans, c'est du code léger. Voilà, on écrit du code et on dit ça va être un skills, une compétence. Voilà, une compétence qu'une IA agentique va pouvoir avoir. Vous avez votre Claude, vous avez votre ChatGPT, votre Gemini, machin, etc. Agent Skill, vous faites un petit fichier et vous lui dites ça c'est des instructions. Dedans vous pouvez mettre du code d'ailleurs. Vous pouvez dire tiens ça c'est un truc que tu sais faire. Et puis ça c'est des données que tu as. Ça c'est des informations. Ça c'est des contraintes que je te donne. Et l'ensemble de ça, ce serait comme une fiche de poste d'un salarié ou d'un stagiaire ou peu importe. Voilà, ça forme une compétence. Tu prends la compétence et tu peux la mettre où tu veux. Voilà, tu peux la partager à quelqu'un qui va faire acquérir cette compétence-là à l'IA. Et ça, c'est assez génial. Sachez que Anthropic, qui a déjà été à l'origine des MCP, des formats qui permettent aux IA agentiques de discuter avec n'importe quel outil, dans les deux sens. Bon, ils ont été à l'origine de ça, ils ont sorti les MCP, tout le monde les a adoptés. Et là, on est en train de voir que
agent skills, les compétences d'IA, c'est en train d'être formalisé dans le dur par Anthropic et d'autres sont en train de l'adopter. D'ailleurs, ça commence à arriver du côté de chez OpenAI. Alors pour l'instant, c'est un peu la baston, c'est pas tout à fait la même chose, mais sur le format, c'est la même chose, un petit ensemble de fichiers texte qui permettent d'avoir des agent skills. Là, cette fois-ci, je suis chez OpenAI. Donc, il y a un nouveau format qui doit vous intéresser. J'ai eu beaucoup de mal à faire cette phrase. Un nouveau format qui doit vous intéresser, c'est le format Agent Skill. On en avait parlé, on avait fait une vidéo là-dessus sur YouTube. Vous retrouvez tout ça sur Renaud Décode. Mais sachez-le, il y a un truc important ici. Si vous voulez miser chez Claude, il y a un petit truc qui fait frissonner le marché. C'est le fait que Claude a dit qu'ils allaient durcir le ton sur l'utilisation, notamment de Claude Code, par des services tiers. Ça peut vous mettre la puce à l'oreille sur un truc. Si vous embarquez de l'IA dans vos produits à vous que vous développez, vous avez développé un outil, dedans il y a de l'IA, vous développez un service en ligne et vous dites à tout le monde, regardez sur ma plateforme, vous me payez un abonnement de 30 balles et grâce à ça, je vous donne accès à toutes les IA du marché gratuitement. Ah, ça a l'air vachement... En fait, on vous fait juste payer un abonnement, puis on utilise par API, on interroge Claude Code, on interroge je sais pas qui derrière. En fait, l'usage tiers des outils de Anthropic va être verrouillé. Sachez qu'ils sont en train de faire la chasse à ça. Si vous avez développé un service qui n'apporte pas grand-chose et qui derrière utilise du Claude alors que vous faites passer pour un utilisateur lambda et que vous revendez ça à des gens, ils vont couper les robinets chez Anthropic. On nous dit même que ça va se passer de la même façon du côté de chez Google Gemini et de OpenAI et ChatGPT. Donc faites attention, l'hégémonie des gros acteurs de l'IA est en train de se renforcer, de se compresser. Ils sont en train de couper les ponts vers tous les services tiers. C'est un truc qui peut arriver, je vous alerte là-dessus. Peut-être que ça va s'adoucir et qu'ils vont laisser passer tout le monde. Dans cette bataille effrénée de l'intelligence artificielle, je ne crois pas. Si vous utilisez des IA pour revendre le service IA qui n'est pas le vôtre, qui est celui d'Anthropic, méfiez-vous, je vous l'aurais dit, c'est comme ça. Allez, une rumeur du web. J'ai pas l'habitude de vous parler de rumeurs, j'aime bien vous parler de trucs plus concrets et vérifiés, mais celle-ci, je peux pas m'empêcher d'en parler parce qu'il y a des répercussions concrètes. Restez avec moi parce que l'actu suivante, elle est ouf, dingo. Cette actu-là, elle concerne OpenAI et Pinterest. Je vous laisse 3 secondes pour enregistrer, emmagasiner l'information. OpenAI, ChatGPT, c'est bon. Pinterest, réseau social, d'images, etc., c'est bon pour vous. Eh bien, il y a une rumeur qui nous dit que ce fameux Pinterest, là, qui nous permet de partager des décos, du jardinage, de la cuisine, de machin, etc., ce réseau social qui est vachement avancé, en fait, qui est très utilisé dans certaines niches et qui est très joli, qui est pas mal envahi d'IA depuis quelques mois, quelques années même, et ben ce réseau social, il est génial parce qu'il y a plein de contenus qui sont des images. Pensez à IA derrière. Plein de contenus qui sont des images documentées. On dit ce qu'on voit dans les images, il y a une description, il y a des tags, etc. etc. Ouais. Pinterest, c'est aussi un réseau social avec plein de discussions autour de ces visuels et pas que. Et Pinterest, c'est aussi du e-commerce, parce qu'il est très très utilisé, Pinterest, pour dire tiens, ça c'est l'objet magnifique que je vous présente en image, et vous pouvez l'acheter directement derrière. Il y a déjà du business e-commerce autour de Pinterest. Et il y a un bruit qui dit que OpenAI pourrait racheter Pinterest. Pas du tout confirmé par OpenAI, pas du tout confirmé par Pinterest, n'empêche que l'action Pinterest a gagné 3-4% avec ces bruits, avec ces rumeurs, parce que tout le monde s'accorde à dire que ce serait un super move. Le côté Google, Gemini, eux, ils ont du commerce, ils savent faire du commerce, ils ont des modèles économiques, ils savent faire du modèle économique, ils ont de la data, ils savent faire de la data, ils ont des réseaux sociaux, des YouTube, etc. chez Google. Et OpenAI, il n'y a pas tout ça. Et bien, si OpenAI mettait la main sur Pinterest, ce serait le plus gros rachat de l'histoire. On n'a pas de valorisation possible, c'est une rumeur, mais ce serait absolument dingo. Et ils récupéraient un modèle économique qui marche, parce que ça gagne des ronds, du e-commerce, des data, à peu près tout ce qui manque à OpenAI. Donc, il y a un bruit qui court là-dessus. Je laisse courir, vous me dites en commentaire si vous seriez OP pour ça ou pas, sachant que les utilisateurs aficionados de Pinterest ne voient pas ça d'un très bon œil. Non. Si maintenant on devient un truc où on va fournir des données à l'IA, on est moins content. D'autres se disent ça pourrait être un très bon move d'avoir dans OpenAI de l'IA,
dans Pinterest de l'IA d'OpenAI, et dans OpenAI, toutes ces capacités qu'on trouve dans Pinterest, et le mariage pourrait donner des trucs super. Vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. C'est de plus en plus long, les amis, ces revues d'actu. Ouais, mais il y en a plein. 2026 démarre sur des chapeaux de roue, je sais pas, avec des gens qui volent dans des tunnels de métro. De quoi ? Voilà, il y a des gens qui volent dans des tunnels de métro. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ce truc est LTX2. Il est sorti et je n'en avais pas parlé jusqu'à maintenant, et c'est le moment de vous en parler, et vraiment c'est très très important ce qui se passe ici. Ça nous vient de l'entreprise Lightricks. Alors Lightricks, ils ont déjà fait d'autres trucs, vous les connaissez peut-être si vous bricolez de l'IA, notamment pour faire des visuels, des réseaux sociaux et tout ça. Ils ont sorti Facetune, ils ont sorti Videolip, qui permet d'éditer des images pour l'un, des vidéos pour l'autre, et c'est génial pour faire des petits montages sur les réseaux sociaux, pour faire des trucs jolis. Là, il y a LTX, c'est l'autre branche. LTX2, c'est un modèle d'intelligence artificielle générative de vidéo. Voilà, on se dit qu'en termes de qualité, on n'est pas loin d'un VO3, d'un Sora 2, et ça fait des vidéos qui sont en 50 fps, qui peuvent être en 4K. Alors, il y a différents... On peut régler tout ça comme on veut, mais donc très quali, avec du son synchronisé, comme les géants d'en face. Lightricks est une entreprise israélienne qui a donc déjà fait plein de choses, qui a des bureaux en Europe, aux États-Unis et ailleurs. Ils sont surpuissants là-dessus, et leur modèle LTX2, il a l'air très 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 haut niveau. Pourquoi je vous en parle et pourquoi je vous dis de vous y intéresser ? Parce que ce modèle d'IA générative de vidéo, qualité 50 fps, 4K, avec du son synchronisé à hauteur quasiment des géants du marché, il est open source. Vous pouvez le récupérer, vous pouvez le télécharger, il est dispo sur Hugging Face, sur les plateformes, vous pouvez le récupérer et le faire tourner chez vous. Vous allez me dire, attends, là on est sur une IA générative de vidéo avec du son en hyper qualité, la machine qu'il me faut pour faire tourner ça en local, ça doit être énorme. Pas tant. Pas tant, puisque le modèle LTX2 peut tourner sur une grosse machine de gamer. Il faut beaucoup de mémoire, beaucoup de VRAM. Voilà, il faut une carte graphique, une RTX 50. Et ça s'achète dans le commerce. Vous voyez, un gros PC de gamers, vous prenez LTX2, vous le téléchargez sur votre PC de gamer et vous avez une IA générative de vidéo avec du son quali en local. Le truc est dingue. En plus, ils ont déjà tout prévu, c'est-à-dire que si vous allez sur la page de LTX, ils vous disent vous voulez une clé API pour l'intégrer dans vos automatismes, l'intégrer dans vos outils. Il y a plein d'outils qui vont apparaître un peu partout, peut-être les vôtres, où vous allez intégrer la génération de vidéos. Je vais faire mon cours, je suis un prof, je vais faire mon cours de lycée, puis tiens, tous les jours, je vais faire en sorte que le système, un automatisme que je fais par exemple dans N8N ou autre, dans un outil d'automatisation, il va prendre mon cours, puis il va faire 2 vidéos d'illustration. Ça peut aller jusqu'à 20 secondes, on peut les bouger, on peut faire de l'édition de vidéos, on peut dire la dernière image de la précédente, c'est la première de la suivante, pour enchaîner des trucs. On peut faire des tas de dingueries en automatisme et avec une API. Alors si vous voulez pas l'installer sur votre PC, vous avez les services, dont celui que je préfère, qui est Replicate, R-E-P-L-I-C-A-T-E, qui vous le propose, c'est-à-dire que eux, ils ont installé chez eux LTX2 Pro, et vous pouvez l'utiliser en ligne. Vous allez sur la plateforme Replicate, vous tapez LTX2, il y a toutes les familles qui existent. Ils existent en plusieurs familles, vous mettez votre prompt et tout ça, et vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi l'automatiser, l'intégrer dans vos automatismes avec une API. Ça vous coûtera, vous voyez, vraiment pas cher pour une génération de vidéos. Enfin, ça reste beaucoup plus cher qu'une IA standard pas vidéo, mais quand même. Alors faites gaffe, c'est 16 secondes pour $1. C'est par seconde de vidéo ce tarif-là. Donc vous pouvez faire comme ça. Et si vous voulez vraiment pas payer, vous faites comme je vous ai dit. Si vous avez un gros PC de gamer avec une carte RTX 50 et de la mémoire, vous pouvez le récupérer et vous pouvez même aller le triturer, vous pouvez le fine-tuner, dire à chaque fois que tu fais un visage, ça doit être le mien. Vous pouvez le triturer dans ses composants directement, c'est open source, donc vous pouvez le bricoler. Alors il y a des limites, c'est si vous faites du chiffre d'affaires à foison, vous allez devoir quand même des redevances à Lightricks. Mais ça se compte en millions. Mais en dessous de ça, Lightricks joue le jeu de dire toute la communauté va s'en emparer, va faire des trucs de dingo, du coup ça va nous servir à nous à faire un modèle 3 qui sera encore meilleur. C'est une grosse dinguerie pour l'industrie de l'IA mondiale, et c'est aussi un gros coup dans les genoux
à des acteurs majeurs de l'IA, notamment qui sont capables de faire la génération de vidéos. Sora 2 chez OpenAI, VO3.1 chez Google, Gemini. Et bien maintenant, vous avez un challenger qui peut être gratuit, que vous pouvez installer en local sur une machine type gamer. Donc le truc est assez dingue, et si vous êtes un petit peu geek, il faut que vous vous intéressiez à ça. Après, vous allez me dire, peut-être que c'est la porte ouverte au slop, au fait que tous, on va générer des vidéos de partout avec de l'intelligence artificielle et qu'on n'aura plus que ça. Oui, vous pouvez aussi vous dire, moi qui ai toujours rêvé de faire mon petit film, mon petit court-métrage, et avec ça, je peux le faire gratuitement, y passer des jours et des jours si je le mets sur mon bon gros PC à la maison. À vous de voir, mais c'est une grosse dinguerie. Et je termine cette revue d'actu par un truc que je vais passer très très rapidement, mais c'est juste de la suite dans les idées par rapport à la revue, à ce qu'on a fait en live vendredi dernier. Si vous suivez Renaud Déconne, on a parlé de Harry, comment s'appelle le nom de la boîte, j'ai oublié. Tease, Full Tease, Toolfizz, je sais plus, j'ai oublié. Bref, c'est une boîte française qui est passée à Qui veut être mon associé. Vous voyez l'émission ? Eh bien, j'en ai parlé vendredi dernier. C'est une peluche, Harry, c'est une peluche pour enfants avec de l'IA dedans. En fait, on croit qu'il n'y a pas d'IA dedans. Elle est ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Bref, c'est pour raconter des histoires aux enfants le soir. Et je voulais vous partager une news qui est sortie entre-temps et qui fait écho à ça et qui nous vient des États-Unis, puisque nous, on s'était interrogé, on s'était un peu ému sur cette peluche IA qui raconte des histoires aux enfants avant de s'endormir. Il y a même des investisseurs sur le plateau de Qui veut être mon associé qui ont commencé par dire, non, ça c'est un travail de papa ou de maman, c'est pas un travail d'IA. Ça nous a fait réfléchir, parce que oui, sur Renaud Décode en live, on parle d'IA très souvent, mais on s'interroge aussi sur ce qu'on veut et sur ce qu'on veut pas. Et sachez que la Californie vient de faire un move dans ce thème-là. Alors attention, parce que c'est un État des États-Unis et qu'au niveau du gouvernement américain, on s'est déjà prononcé contre toute réglementation d'un État sur l'intelligence artificielle. Voilà, Trump, il a dit non, il n'y a aucune réglementation, c'est interdit par un État, ce sera au niveau gouvernemental et c'est moi qui décide, il n'y a pas de réglementation. Bon, la Californie, ils entament le bras de fer, on va dire ça comme ça, puisque le sénateur qui s'appelle Steve Padilla, il a déposé un projet de loi qui s'appelle SB 867. Ouais, ils choisissent bien leur nom en Californie. C'est quoi ? SB 867, c'est un moratoire de 4 ans sur tous les jouets incluant de l'intelligence artificielle. Alors, c'est pas une interdiction, c'est un moratoire. En fait, la Californie nous dit, attends, on a un problème là-dessus. On a un problème d'impact. Est-ce que c'est bien pour nos enfants ? Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'attachement de l'enfant à sa peluche ? Est-ce qu'il ne va pas passer toute la nuit à discuter avec lui ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres jouets ? Bon, on va faire un jeu de société ou je sais pas trop quoi avec de l'IA. Bref, tout ce qui est joué pour les enfants, j'entends pour les enfants, tout ce qui est joué avec de l'IA, la Californie juge que ça peut développer des comportements sociaux, des comportements humains, des comportements relationnels qui ne sont pas forcément ce qu'ils veulent. Donc au lieu d'interdire, ils disent on fait un moratoire, c'est le sens de SB 867, pendant 4 ans, on n'en veut pas. C'est pas tant contre la Chine, un petit peu quand même. C'est aussi contre les États-Unis. Trump va nous dire que c'est contre l'innovation et que c'est pas bien. Eux, ils ont des doutes et du coup, ils font un moratoire là-dessus. Alors, c'est un peu un signal, une tendance globale et c'est un truc que moi, j'appellerais de mes voeux au niveau de la France et de l'Europe. Je pense qu'on devrait faire pareil. Au lieu de ne pas comprendre les sujets et de les interdire de base, peut-être qu'on pourrait se dire, là, j'ai un flou artistique, on va faire bosser des gens dessus, on va faire des vrais tests, etc. Et on va, pendant 2 ans, 3 ans, se demander, se poser des questions. Et puis on verra après si on ouvre. En attendant, faites des innovations de votre côté, on les bloque pas. J'aime bien le move, je le trouve intelligent. Après, vous me direz peut-être, mais non, c'est génial. Les enfants vont enfin s'arrêter de chialer le soir et on n'a pas le temps de s'occuper d'eux. Merci, la Californie, t'es bien gentil, mais nous, on veut filer des jouets IA à nos enfants. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, la Californie a fait son choix avec SB 867, je vous donne le nom au cas où vous voudriez chercher le truc. Vous faites comme vous voulez. Et voilà pour cette revue d'actu qui a été encore plus longue que d'habitude, mais il y avait des sujets d'ampleur à analyser ensemble. Si vous avez envie de poursuivre ces discussions, ça se passe sur le site web de l'émission, renaud-descodes.fr, c'est libre, ouvert, gratuit, vous avez plein de trucs. Et si vous avez envie d'apprendre des choses, je vous le dis comme ça, il y a un petit code coupon sur la partie Club Renaud Décode sur le site, là où vous trouverez tout le e-learning, toutes les formations sur l'IA, les assistants IA, les automatisations, les agents, N8N, Make, etc., etc.
etc. Toute la communauté, les événements privés, les Ask Me Anything, les workshops, bref, tout ce qu'on fait dans ce club Renault Décode, vous avez un code coupon 25% avec le code coupon CADAL, K-A-D-A-L. En gros, tout ça, vous pouvez vous former à l'IA pour 30 balles. Vous faites comme vous voulez, mais ça se trouve sur renault-décode.fr. Merci d'avoir suivi cette revue d'actu et je vous retrouve pour de nouveau parler web, IA, digital tech très prochainement, en live peut-être, lundi midi, mercredi midi, vendredi midi sur les réseaux, sur Renault Décode.